Je vais juste vous rappeler l'historique des rendez-vous du samedi de la CNV France. Notre objectif, vous savez que c'est en ligne droite avec notre objet associatif, c'est contribuer à l'émergence d'une société plus équitable et plus inclusive. Ça, c'est le choix de notre objet associatif. Et avec cette volonté, cette intention, nous voulons donner la parole à tous ceux qui, en définitive, sont proches de cette vision, avec des outils qui sont la communication non violente ou bien d'autres outils, et qui contribuent à avoir un regard sur la société qui est beaucoup plus une société inclusive et puis humaine, plus respectueuse de chaque individu. Donc aujourd'hui, nous avons invité un collectif. C'est ni une association, ni une société, c'est un collectif de personnes qui actuellement, on va dire, se convergent pour partager leur vision. Ces personnes se retrouvent dans la raison d'être qui est de manifester la volonté d'intégrer les professionnels, les personnes placées sous main de justice et d'intégrer une dynamique qui permettra avec tous ces partenaires de vivre une société et une représentation du monde de la prison différente. Ce collectif est né d'initiatives locales très diverses et en ce moment, ils font tout un travail de convergence. Aujourd'hui, j'ai invité alors donc Eric, Samuel qui font partie de ce collectif et Jennifer qui a vécu un certain nombre d'expériences avec certaines personnes du collectif et qui nous parlera qui témoignera de ce qu'elle a vécu et de ce dont elle a pris conscience en définitive. Alors j'ai bien conscience que j'ai choisi certaines personnes du collectif et bien d'autres personnes avaient certainement des choses à partager. Et nous avons choisi ce format, 3 invités, pour la première rencontre autour de ce thème qui nous semble important. Bien sûr, nous n'allons pas balayer en 1 heure de temps toutes les questions. Ce sera toutes les questions, ce sera des expériences personnelles, individuelles, et ce ne sera pas complètement exhaustif. Mais j'espère aussi que les personnes qui participent pourront aussi nous partager leur expérience et leur vision. Voilà. Alors, peut-être, j'aimerais juste que Samuel, Eric et Jennifer puissent nous dire quelle est l'énergie, quelle est la motivation qui vous a mené jusqu'à ce projet, intervention dans les prisons, transformer la société, transformer le regard du public sur la prison. Voilà, j'aimerais juste avoir votre vision et votre célébration en définitive de pourquoi vous êtes avec nous. Et je voudrais aussi que vous partagiez ce qui pour moi est une telle chance de vous avoir aujourd'hui. Ça vous va si je commence? Ouais, très bien. Bonjour tout le monde. Moi, en fait, je suis rentré en prison en tant qu'intervenant par hasard, puisque j'intervenais dans un stage citoyenneté, c'est-à-dire un stage qui permet à des personnes condamnées à des travaux d'intérêt général de valider des heures d'intérêt général. Et il se trouvait qu'il y avait l'administration pénitentiaire qui organisait ça. Et on m'avait fait venir pour intervenir sur la question de l'identité culturelle et les stéréotypes et les préjugés. Et donc, c'est ma première rencontre avec des gens condamnés par la justice. Et j'ai fait une journée sur cette question. Et le conseiller pénitentiaire qui était là a tellement aimé qu'il m'a dit écoute, je te propose qu'on continue ensemble. Et c'était en 2015. Et en 2016, il m'a dit allez, je te propose de venir en prison. Et je suis intervenu à l'unité spécifique qui accueillait les personnes qui revenaient de Syrie. Donc, je n'ai pas commencé avec du droit commun, mais avec des gens qui étaient là pour terrorisme.
C'était mes débuts, je connaissais rien de la prison. Et puis, en fait, ça m'a plu. Et donc, j'ai décidé de m'y consacrer quelques années plus tard à plein temps. Pratiquement à 95% de mon temps, j'interviens dans le milieu pénitentiaire. Voilà ce que je peux dire. Qu'est-ce qui m'a amené à là? Et maintenant, je vois que ça m'apporte ça me nourrit tellement, ça nourrit tellement de liens, de partage, d'échanges, de contributions, de témoignages aussi de personnes avec qui j'ai pu travailler, ce que ça a pu changer pour elles, que je vois que maintenant, c'est vraiment le lieu où je me sens le plus à l'aise et où je sens que je suis à ma place. Voilà. Jennifer, tu veux y aller ou... Vas-y, Eric, moi je ferai en dernier. D'accord, ok, merci. Donc voilà, Eric, moi j'ai eu la chance de découvrir la détention à Fleury-Mérogis, où j'ai été aumônier pendant 12 ans. Et en fait, au bout de ce temps d'aumônerie, où j'accompagnais un groupe de parole principalement, et puis aussi j'accompagnais des détenus individuellement. J'étais par ailleurs coach certifié et thérapeute, système familial intérieur et maintenant en intelligence relationnelle. Et à la fin de ce temps, j'ai voulu continuer en utilisant mes outils à contribuer à ce qu'il y ait un peu moins de souffrance ou aider à la porter quoi, en détention. Et en 2018, oui, c'est ça. J'ai fondé l'association Destress Coaching, qui regroupe des personnes qui interviennent en détention. Donc maintenant, il y a à peu près une douzaine d'intervenants qui sont majoritairement des personnes soit coach, soit formateurs en CNV ou sur le parcours de certification. Et à partir de là, de ce groupe d'intervenants, on a rejoint, on a contribué aussi à la formation de ce réseau artisan de non-violence. Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est fait depuis 2018. L'intention était de mettre les outils du développement personnel à l'intérieur de la détention pour les détenus et aussi pour les professionnels. Parce qu'on en reparlera après, mais il s'agit bien d'un système et il doit être abordé comme un système, c'est-à-dire qu'on est appelé, à mon avis, à agir sur toutes les composantes du système, sinon, comme le disait Marshall, on fait partie du problème, mais on ne fait pas plus partie que du problème que de le résoudre. Voilà, c'est pas très clair, mais vous m'avez compris. Ok. Alors, moi, je suis conseillère pénitentiaire d'insertion de probation. Donc, c'est-à-dire que moi, mon métier, c'est de travailler avec les personnes qui sont placées sous main de justice, qu'elles soient, on va dire, sur des mesures alternatives à l'emprisonnement, que de travailler effectivement au contact de personnes détenues, hommes et femmes, parce que moi, je n'ai pas en charge les mineurs. Mes missions principales, en fait, moi, je travaille sous mandat judiciaire par un juge d'application des peines. Ma mission principale, c'est la lutte et la prévention de la récidive. C'est comment on fait en sorte que la personne ne récidive pas. La récidive, ça peut être toute autre commission d'infraction. C'est un métier que je fais maintenant depuis 2 ans. C'est un concours, c'est un concours national. On est formé en école nationale qui est à Agen. C'est une formation de 2 ans parce qu'effectivement, on met les pieds dans un endroit qui est sociologiquement atypique. Et pour autant, comme dit Émile Durkheim, qui était un des premiers sociologues à poser quelques bases de criminologie, la délinquance est un fait de société et la société a aussi besoin de la délinquance. La délinquance, en fait, en termes de sociologie, elle fait progresser, elle interroge, elle remet aussi en question des choses. Tout comme la récidive, il ne faut pas la voir comme quelque chose de mal ou de mauvais, parce qu'on n'est pas du tout là-dessus, c'est qu'il peut y avoir de la récidive. C'est en fait pouvoir agir pour qu'il n'y ait plus ça. Donc voilà, moi, je dirais que pendant mes 2 années de formation, donc on est formé effectivement, nous les CPIP, on a un rôle qui est central par rapport aux détenus. De 1, c'est de l'individualisation de la peine. De 2, c'est créer avec eux une alliance de travail suffisante pour justement les amener sur le changement positif. Dans mon école, moi, j'ai été formée à l'entretien motivationnel. Et puis, j'ai eu l'occasion cette année donc, de pouvoir rencontrer Samuel et de participer, moi, en tant que professionnelle dans cette administration, à un cycle de CNV qui a duré quasi une semaine. Voilà, donc c'est aussi l'apport déjà de soi, parce qu'on travaille aussi avec des personnes qui peuvent… on est sur des rencontres humaines, donc des personnes aussi qui peuvent avoir un impact sur nous à un moment donné, pour des conversations, parce que moi, je travaille sur les passages à l'acte. Et c'est comment gérer ça, comment faire autrement quand on a une personne qui va être, qui va être, on va dire, dans un processus peut-être
dans de la résistance permanente, dans de la défiance permanente, dans des mécanismes de défense assez hauts, pour finalement qu'elle puisse à la fois, moi, avec mon étiquette justice, et lui, qu'on puisse rejoindre sur la même colline. Hein. C'est s'entendre pour arriver à une stratégie, à un moment donné, pour empêcher effectivement la récidive. Voilà, c'est un travail très passionnant, mais c'est un travail aussi qui prend beaucoup, je dirais, d'un point de vue personnel, et aussi parce qu'on travaille avec la pression de l'écrou, comme on dit, avec un temps imparti, voilà, métier très technique, mais de la rencontre humaine à chaque fois. C'est ce qui est au cœur de notre métier. Nous partons de la personne et non pas de la mesure judiciaire. Ça fait partie d'une des règles de probation européenne. C'est la règle numéro 5. Merci Jennifer. Tu as introduit justement une des questions que j'aurais aimé vous poser et que je vais vous poser, c'est sous quelles conditions, à votre avis, l'incarcération, la punition, la contrainte peut devenir utile? Sous quelles conditions la prison peut être un lieu de réparation pour les détenus? C'est vaste, je sais, mais peut-être on peut démarrer la question, et c'est ce que tu viens de faire aussi. Et dans votre expérience d'intervenant, qu'est-ce qui vous semble être une espèce de levier qui a fait sens aussi? Ouais, j'ai une petite idée, moi, mais parce que c'est mon travail aussi, qu'au fur et à mesure, plus on a d'expérience, plus on voit aussi… il faut savoir que l'emprisonnement, quand moi, par exemple, je veux dire, je travaille en prison, je rentre libre, je sors libre. Je travaille avec des personnes qui sont en restriction de liberté. C'est énorme, en fait, la restriction de liberté. À quel moment la prison, elle est vue comme le dernier recours. La prison, elle est vue comme le dernier recours, c'est quand, en fait, une personne, dans l'état social que nous avons développé, présente un danger en termes de sécurité publique, généralement, ou par rapport à des victimes, ou à des faits qui ont été posés. La prison, elle peut aussi, à un moment donné, même protéger la personne d'une aggravation, d'une augmentation, en fait, d'aggravation, je dirais, de faits. Donc, elle va aussi pouvoir permettre de cadrer, et on voit que par moment, et c'est ça qui est un petit peu pas schizophrénique, mais c'est que contenir une personne dans une restriction de liberté peut aussi, à un moment donné, lui permettre de se recentrer sur elle, de commencer à travailler sur elle-même pour pouvoir, en fait, opérer un changement. Donc, nous, on va soutenir, on va guider. Après, ça peut être aussi un échec. Après, il peut aussi y avoir, ce que l'on peut voir de temps en temps, des personnes qui sont suradaptées à l'univers carcéral. Bien souvent, ça peut être des personnes qui ont manqué de cadre éducatif, qui ont manqué de sécurité quand ils étaient enfants ou adolescents et qui font des allers et retours en prison. En prison, ça va être des personnes qui vont être des détenus modèles. Ils vont toujours travailler, ils ne vont jamais avoir d'incident. Par contre, quand on sait qu'il y a une probabilité de les retrouver parce qu'ils sont bien, parce qu'ils sont cadrés, parce qu'ils ont des horaires, parce qu'ils demandent à telle personne pour faire telle chose, etc. Et aussi, je veux dire, on humanise aussi beaucoup en détention. On vous voit les personnes. Beaucoup, c'est la première fois qu'on les vous voit et qu'on les appelle par leur nom de famille. Donc, voilà. Donc, il y a aussi une identité de la personne détenue qui va se construire. Et ça peut être effectivement contenant et c'est aussi effectivement le recours pour protéger la société. Ok. C'est un autre regard que tu viens d'ouvrir, c'est-à-dire qu'effectivement, pour certaines personnes, certains détenus, la prison a une fonction, y compris de protéger l'individu d'un éclatement ou effectivement d'aggraver encore sa situation. Effectivement, c'est une zone de protection, non pas seulement pour la société, mais pour l'individu qui est incarcéré. Ok. Éric et Samuel, est-ce que pour vous, qu'est-ce que vous pouvez nous partager? Moi, je veux bien rebondir. Oui. Ça va, Samuel? J'aime beaucoup ce que tu as dit, Jennifer, parce que c'est très juste. Et quand tu parles de la sécurité, qui est un enjeu essentiel pour une personne qui effectue une peine, pour moi, c'est vraiment ça. Bon, alors, je précise, mon regard, il est vraiment mon filtre à moi, c'est celui de l'intelligence relationnelle, qui est un modèle thérapeutique assez récent, qui a été développé à partir du système familial intérieur, la gestion des parts de soi, par François Laddouze, et qui s'appuie sur les dernières découvertes neurobiologiques.
et qui valide, à mon sens, la majorité des intuitions de la CNV. C'est vraiment un appairage des deux qui est très intéressant. Et le cœur de ça, c'est de dire qu'une personne peut évoluer dans des environnements contraints, mais l'environnement quand même le plus favorable, c'est la sécurité. C'est-à-dire que quand il y a une sécurité relationnelle, la personne peut évoluer favorablement et faire un travail sur elle-même. Alors, c'est vrai que j'ai observé en détention des personnes qui, à cause du choc que représentait la détention, ou au contraire d'une accumulation de petits chocs, c'est-à-dire quelqu'un qui vient là depuis 5-6 fois, qui a la trentaine et qui dit bah, j'en ai marre parce que maintenant j'aimerais avoir une vraie vie, quoi. Je me rends compte que je suis arrivé au bout d'un système et j'ai envie de changer. Là, l'incarcération peut jouer un rôle positif. Mais en même temps, comme c'est un système, comme j'ai dit tout à l'heure, et que les personnes incarcérées sont dans un système avec d'autres détenus qui ne vivent pas exactement forcément la même étape d'évolution, et avec des surveillants qui ont eux aussi leurs problèmes, leur configuration psychopathologique, on a quelquefois l'effet inverse. Alors, je vous donne un petit exemple. Pardonnez-moi si c'est un peu plus développé, mais je pense que c'est intéressant de l'entendre. Moi, je travaille avec des arrivants, j'accompagne des groupes d'arrivants en binôme avec une autre personne du réseau Artisans non violence, avec d'autres personnes de ce réseau. Et puis, j'interviens aussi individuellement avec des détenus qui sont dans une unité spéciale qu'on appelle l'unité des détenus violents. C'est une unité qui a été créée il y a 2 ans, je crois, à la suite de l'abandon des unités, des quartiers de haute sécurité. On met là des détenus non pas qui sont violents à l'extérieur, mais qui sont violents en détention. Déjà, le choix est un peu problématique. Donc ça veut dire que l'administration ou les surveillants demandent qu'on mette là des personnes dont on ne sait pas quoi faire en détention normale. J'ai vu arriver il y a 3 semaines, enfin je n'ai pas vu arriver, il était là depuis déjà 1 mois, une personne que j'appellerais Malik, j'ai changé son prénom, mais on va l'appeler comme ça, qui a voulu être dans ce quartier. Parce qu'il en avait marre, justement, il arrivait à une période où il avait fait 5-6 incarcérations et il en avait assez de vivre ça et de vivre dans un système où il reproduisait la violence sans arrêt, sans comprendre ce qui se passait. Donc il était prêt à faire quelque chose. Il se retrouve dans cet environnement où les surveillants sont en gilet pare-balles, où il est isolé, puisque en unité des détenus violents, on est d'abord isolé très longtemps, ça peut aller jusqu'à 3 mois. On n'a pas de promenade avec les autres, on n'a aucune activité avec les autres, et on a quelques activités éducatives avec des associations partenaires, dont des stress coaching dont je fais partie. Et c'est dans ce titre-là que je le rencontre. La première fois, il voulait vraiment bouger. On a commencé à travailler sur son passé et effectivement, comme beaucoup de détenus, c'est quelqu'un qui avait vécu dans une insécurité familiale et un système d'apprentissage de la violence. Son père l'a battu et pour lui, c'était quelque chose de normal. J'ai appris la violence comme ça, mais j'ai appris aussi qu'il fallait cogner le premier pour arriver à survivre. Et ça m'a servi. Et il se rend compte que c'est un système d'équilibre de vie écologique qui lui a permis de survivre dans un environnement difficile, dans son quartier, dans une famille où il y avait de la violence. Et là, il voit le bout du système, il voit que ça devient invivable, il y a trop de tension en lui, il y a trop de poids accumulé, il veut changer. La deuxième semaine, déjà il était là depuis 1 mois, il n'avait pas fait grand-chose, parce que les lenteurs de la manière dont les personnes arrivent en UDV, unité de détenus violents, font que l'accompagnement prend du temps. Donc au bout d'1 mois, il se passe quelque chose, on se rencontre. Deuxième rencontre, on commence à travailler sur quelque chose qui lui permet de comprendre ce qui se passe en lui, d'où vient cette violence, comment il peut arriver à envisager les choses différemment, surtout quels sont les besoins les plus essentiels qui conditionnent ces réflexes violents. Qu'est-ce qui se passe en lui quand il se sent provoqué, quand il se sent faible et quand il a l'impression que l'autre personne va prendre le dessus et que lui, il a besoin de poser un geste violent. Et là, il découvre quels sont les besoins, que c'est un besoin de rester vivant, de rester fort, alors que sinon, il a l'impression d'être faible et de ne pas exister. Donc, il a vraiment envie d'être vivant, il a vraiment envie de déployer ces qualités-là, mais il ne sait pas comment faire. Et puis, il y a 15 jours, je le revois, et là, je commence à voir qu'il commence à sombrer, parce qu'il est dans cet environnement où il y a de la violence de la part des surveillants, de la part, pas forcément une violence explicite, mais de la part du contexte lui-même. Il ne peut pas sortir avec d'autres personnes, il est complètement isolé, il reste pendant
la majorité de la journée. Il ne voit que des surveillants qui sont en gilet pare-balles. Dès qu'il sort de sa cellule, il est fouillé complètement. Quand il vient me voir, il est fouillé avant, il est fouillé en sortant de la salle où il me rencontre, et il repart encadré par 4 personnes jusqu'à la cellule. Tous les déplacements sont gérés de cette manière-là. Donc c'est un univers hostile, avec beaucoup d'anxiété, c'est un univers anxiogène. Et je vois qu'il y a 15 jours, il commence à plonger. Et il y a, la semaine dernière, là, il me dit « Non, je sens que finalement, il faut que je reste dans cette posture parce que c'est la seule manière pour moi d'exister, de rester vivant. Il faut que je puisse encore cogner le premier parce que sinon, je vais me faire bouffer, et ici particulièrement. » Et il commence à regretter d'être venu là. Et jeudi dernier, je devais le voir. Les surveillants apprennent qu'il ne veut pas voir, il ne veut pas faire d'activité et que là, il s'est shooté toute la nuit. Donc, en fait, il s'est mis dans un état biologique de veille où il ne fait plus rien, où il est dans un état d'apathie, il ne bouge plus, ce qu'on nous on appelle l'état dorsal, c'est-à-dire un état où le corps donne au psychisme l'ordre de tout arrêter parce que c'est la meilleure manière de survivre. Donc effectivement, la question de la sécurité relationnelle, elle est centrale pour que dans ce cadre carcéral, les personnes puissent bouger et accepter de bouger parce qu'elles se sentent entendues, respectées et vues. Et jusque-là, j'observe que le nombre de fois où les personnes acceptent de faire un bout de chemin, il est quand même moins grand que le nombre de personnes qui au contraire se braquent et accentuent leur position de défense dans ce cadre-là. Voilà. Waouh! Merci. Oui, pardonnez-moi, j'étais un peu long. Non, non. Samuel, une réaction ou quelque... Ouais, une réaction pour confirmer à la fois, plutôt ce que dit Eric. Moi, j'interviens au quartier d'évaluation de la radicalisation de la maison d'arrêt d'Osny. Donc, c'est les gens qui sont là pendant 4 mois pour qu'on mesure leur degré de radicalisation. Donc, c'est là des gens qui reviennent de Syrie, qui ont été dans des attentats ou qui ont été dans le cercle plus ou moins rapproché, soit qui sont susceptibles d'être radicalisés et qui vont avoir des psychologues et des éducateurs et des surveillants qui vont leur faire des entretiens réguliers. Et ensuite, on va décider de leur affectation définitive. Enfin, définitive, en tout cas, de leur prochaine affectation. Quartier d'isolement, quartier de prise en charge de la radicalisation ou détention classique. Et en fait, je vois qu'on arrive, donc on est 4 professionnels avec moi et 4 détenus dans une petite salle où c'est filmé, mais il n'y a pas de micro. Enfin, j'espère, en tout cas, on nous dit qu'il n'y en a pas. Mais bon, a priori, il n'y en a pas. Et là, il se passe des choses assez fabuleuses dans cette bulle. Et il y a des détenus qui pleurent, qui osent montrer leur vulnérabilité. Nous aussi, d'ailleurs, des détenus qui, pour la première fois, se sentent écoutés. Et donc, il se passe quelque chose d'assez incroyable à ce moment-là. Et en même temps, quand ils ressortent, pareil, fouillés, 3 surveillants avec des parcours là, anti-coups de couteau, parfois fouillent à nu comme ça, juste derrière. Enfin, évidemment, on n'est plus là, mais ils le font. Donc, il y a un décalage, en fait, entre à la fois ce que nous, on vient apporter, et ça me fait penser à ce que disait le philosophe soufi Rumi, qui disait « Au-delà du bien et du mal, il y a un lieu où on va pouvoir se rencontrer ». Et pour moi, c'est ça qui se passe dans ces moments-là. C'est un lieu qui est hors contexte, même si c'est dans une prison. Le problème, c'est qu'ils en retournent juste derrière. Ils y retournent juste derrière. Et d'où l'importance, et c'est quelque chose que moi, j'aurais envie de partager un peu plus tard, c'est de travailler avec le personnel pour que à la fois les détenus puissent vivre des moments de prise de conscience, puissent avoir des moments d'écoute et aussi d'avoir conscience de leurs émotions et de leurs besoins, mais que ceux avec lesquels ils gravitent, ils n'ont pas le choix de graviter avec, aient aussi eu ces prises de conscience. Parce que sinon, ça fait un gros décalage qui parfois fait que les gens se disent « mais en fait, je viens ici, je prends conscience de choses », mais ça devient hyper dur après, parce que la CNV, elle permet des prises de conscience, mais c'est plus dur, une fois qu'on a les prises de conscience, de vivre comme avant. Et là, ils se retrouvent dans le même contexte avec ces prises de conscience. Donc, c'est vraiment important pour moi qu'on travaille sur le système pour que toutes les personnes qui sont dans le milieu pénitentiaire puissent avoir ces prises de conscience simultanées ou en tout cas un peu ensemble
pour qu'il se passe quelque chose, parce que sinon, ça fait des décalages encore plus grands qu'avant. Et voilà, donc il y a des moments où en détention, ça peut être salutaire pour certaines personnes, ça peut être des coups d'arrêt, des escalades, mais il y a aussi un travail qu'on fait qui parfois peut faire des prises de conscience à la fois salutaires ou au contraire qui vont être déstabilisantes si on n'arrive pas à travailler sur le système en entier. Voilà ce que j'avais envie de dire au départ. Ok. Mais Samuel, quand tu dis ça, j'imagine que ce décalage, il est vécu par les détenus que tu rencontres. Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir de la continuité dans le travail pour retravailler avec eux ces questions-là? Ou c'est tellement ponctuel que… Est-ce qu'il y a un suivi à ce moment-là? Alors, je dirais que ça dépend des projets Oui. qui sont mis en place. L'idéal, ça serait de pouvoir mettre des projets à l'année, par exemple des groupes de pratique. Oui. Si on fait de la CNV, par exemple, mettre des groupes de pratique tous les 15 jours ou tous les mois. Le problème actuellement, c'est que la plupart des interventions qui sont financées par l'administration pénitentiaire, puisque c'est essentiellement des interventions, en tout cas moi je ne travaille que sur des interventions financées, c'est sur des projets qui vont durer 2 à 4 mois au maximum, en tout cas avec les détenus. Donc avec le personnel surveillant, c'est autre chose, et je pourrais en parler tout à l'heure, puisqu'on a mis en place des groupes de pratique avec des conseillers pénitentiaires, justement, des psychologues et des éducateurs, des éducatrices. Et pour l'instant, avec les détenus, ce n'est pas encore le cas, à ma connaissance, à part les choses que fait Eric en termes de suivi, mais ça ne dure pas non plus 1 an. Ça dure 8 à 12 séances, il me semble. Tu pourras confirmer, Eric. Voilà pour moi. Ok. Oui, la question de la durée de l'action, Eric, comment tu… Alors, à l'UDV, l'unité des détenus violents, la chance que j'ai, c'est d'avoir la possibilité de les accompagner pendant 6 mois, mais avec les hauts et des bas que je décris tout à l'heure. Donc, on peut être aussi, et je l'ai découvert jeudi dernier, parce qu'il y a un autre détenu qui a refusé de me voir, on peut être aussi un instrument de pression, c'est-à-dire que on se connaît bien, ça fait déjà 3 mois qu'on se voit régulièrement, et je pense qu'on a réussi à créer, comme tu le disais, Samuel, une bulle de confiance et une bulle salutaire dans cet environnement. Mais là, il a refusé de me voir parce que ça fait 3 mois qu'il attend des lunettes. Et là, il refuse toutes les activités pour montrer son désaccord et pour faire pression sur l'administration. C'est le seul moyen qu'il ait pour faire pression, c'est refuser de sortir de sa cellule jusqu'à ce qu'il ait ses lunettes et qu'il n'ait plus mal à la tête parce qu'il est pris par des migraines. Voilà, donc on est aussi un objet quelquefois un entre-deux-feux, enfin, pris comme un outil de pression contre l'administration. Mais la chance que j'ai, c'est de pouvoir les accompagner pendant un temps relativement long. L'autre activité, l'accompagnement des arrivants, donc la gestion ce qu'on appelle le choc carcéral, c'est-à-dire ce qui se passe psychologiquement quand on est plongé dans un monde comme ça qui n'a rien à voir avec le monde extérieur, avec ses règles propres, avec aussi peu d'écoute, d'empathie et de bienveillance qu'on peut l'imaginer. Donc ça fait un choc sur la personne, et là on essaie d'accompagner les personnes qui arrivent en détention pendant une durée de 6 séances à raison de 2 séances par semaine, donc ça fait 3 semaines. Voilà. Ça, c'est une chose. On sait bien que l'objectif, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'à terme, on puisse poursuivre après, comme disait Samuel, par des groupes de pratique, c'est-à-dire des groupes de parole, des groupes qui permettent de continuer l'échange, de continuer à créer ces bulles de confiance et d'écoute qui permettent aux personnes de continuer à prendre conscience de ce qui se passe en elles, pour mieux pouvoir le gérer, pour mieux choisir. Souvent, on se rend compte que le problème que rencontrent beaucoup de personnes qui sont incarcérées, c'est qu'ils ont eu peu le choix. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement peu de conscience de leur vie et tellement de pression à cause de leur histoire personnelle que les choix ne se font plus. Ils sont dirigés par le cerveau du bas qui, lui, met d'abord en fonctionnement tous les réflexes de défense, parce que la vie est un combat permanent, quoi, et qu'on est en hypervigilance, qu'il faut faire attention à tout, parce qu'on a appris ça depuis très longtemps. Et arriver à désactiver ça, c'est possible, mais ça demande du temps, et comme je le disais, de la confiance, et donc le rêve, c'est de pouvoir continuer à accompagner ces personnes sur un temps plus long pour que ces lieux leur permettent de
de se déprogrammer en définitive. Exactement, oui, ce qu'on appelle la reprogrammation mnésique, c'est-à-dire la réorganisation des neurones vers des choses qui sont beaucoup plus constructives, quoi. Parce que la violence se désapprend, en fait. Ça s'apprend souvent très jeune, mais ça se désapprend aussi très bien et à tout âge. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nourrit l'espérance, c'est sûr. Moi, je voulais rebondir, c'est qu'effectivement, il faut savoir que le temps de la personne, enfin, le temps de la mesure judiciaire n'est pas le temps de la personne. Et que les personnes, elles ont aussi un principe où elles peuvent rechuter. Et je dirais que les faire, nous, on parle souvent dans notre… nous, on parle beaucoup de restructuration cognitive, cognitivo-comportementale. Mais surtout, ça doit partir de la personne en elle-même. Et moi, ce que m'a apporté, je dirais, la semaine de formation de CNV, c'est repartir avec cette personne sur le point de départ qui est identifier ses émotions, qui semble un b.a.-ba, mais identifier ses émotions, savoir qu'est-ce qui se casse, en fait, juste l'identifier, le dire, ben, je suis en colère, tatati, tatata. Et parfois, en fait, ça permet sur des suivis de long terme, mais pas toujours, parce qu'on travaille avec des mesures des coûts qui diminuent, qui sont alimentées ou pas, d'enclencher quelque chose de la part de la personne et surtout partir d'elle, de ce qu'elle est, de son vécu. On ne peut pas, nous, enfin, j'ai toujours gardé ça, parce qu'une fois, il y avait eu un animateur, mais c'était pour l'entretien motivationnel, mais c'est un truc que je garde vraiment à l'esprit, c'est on ne peut pas déménager quelqu'un sans ses valises. En fait, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on prend la personne et c'est à nous, en fait, d'aller réussir à la motiver. Et du coup, je suis désolée, je m'y perds un peu, mais dans le cadre carcéral, il y a des personnes qui vont réussir, je dirais, à retrouver des habiletés et d'autres, en fait, où ça va par contre être effectivement l'effet inverse. C'est-à-dire que ça va encore plus justifier cette étiquette sociale qu'ils se sont mis eux-mêmes. Ok. Ça confirme. C'est une posture qui est confirmée. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent, hein, parce qu'il y a aussi une sociologie de détention. Hein, c'est-à-dire que dans la prison elle-même, il y a des codes, il y a une façon d'être sociologiquement. Hein. Effectivement, avant qu'il y ait des intervenants comme Samuel ou Eric, les seules personnes que les détenus voient en civil, c'est les CPIP. C'est-à-dire que nous, c'est un espace confidentiel où on parle avec la personne, donc on va travailler effectivement sur le passage à l'acte, tout ça. Les personnes, elles se confient aussi énormément. On règle beaucoup de choses pour eux d'un point de vue administratif, suivant en fait le temps de détention qu'elles ont. Mais on est aussi parfois en fait cette seule personne, s'ils ne peuvent pas avoir accès au psychologue ou au psychiatre, à qui ils vont pouvoir vider un peu le sac. Et bien souvent, le CPIP joue un rôle clé, hein, c'est qu'on arrive aussi à maintenir les personnes. Quand une personne, elle va avoir eu plusieurs séries ou parce qu'elle aura manqué de respect à un personnel de surveillance, c'est le CPIP qui va voir la personne tout de suite, il va être vu par la détention, tout ça. Mais nous, en fait, on va désamorcer la chose. Donc, on est aussi, et ça, c'est ce truc que moi, je ne savais pas trop que j'avais conscience de faire, mais que m'a encore donné Samuel Lavoir, c'était en fait, c'est l'écoute empathique. C'est avant tout, je me tais et j'écoute la personne. Et bien souvent, une personne qui est énervée, pendant 10 minutes, elle va tout sortir comme ça, sans filtre, elle y va. Et moi, je vois derrière, c'est qu'elle repart sereinement d'entretien en ayant lâché tout ce qu'il fallait lâcher, quoi. Jennifer, juste pour donner une information aux personnes qui nous écoutent, il y a plusieurs strates de personnel dans l'administration pénitentiaire. Oui. Hein, voilà. Donc, il y a le personnel pénitentiaire avec les surveillants et voilà, toute la catégorie des surveillants selon leur grade. Et il y a une autre catégorie qui sont le personnel d'insertion et de probation dont tu es une conseillère d'insertion et de probation, justement, et qui accompagne, c'est ça. Et il y a une troisième catégorie, c'est le personnel administratif et technique. Voilà. Oui, à savoir que quand même, on travaille avec ce qu'on appelle des partenaires, moi j'appelle ça un partenaire institutionnel, c'est que dans chaque prison, il y a un hôpital de jour. C'est-à-dire qu'une personne qui prend du crack, on va en fait, par exemple, il va être vu toujours en consultation. On a aussi des gens qui font des déliriums très minces, des personnes qui effectivement ont besoin de lunettes et tout. Il y a un hôpital de jour, il y a une prise en charge avec la sécurité sociale.
Les personnes, elles ne payent rien parce qu'en fait, elles vont systématiquement, elles vont avoir la CMU-C. Donc, il faut aussi comprendre qu'effectivement, dans cette administration pénitentiaire, il y a le corps de surveillance, donc, et l'encadrement, et le service pénitentiaire d'insertion de probation. On travaille ensemble, mais on n'a pas les mêmes fonctions et pas les mêmes rôles. Donc, ça nous demande aussi un travail de pluridisciplinarité, chacun sans son rôle. Et voilà, le surveillant, il est aussi obligé de tenir une façon d'être. Donc, comme moi, je suis formée sur une façon d'être, une façon de faire. En tout cas, on est toujours amené à travailler ensemble, mais voilà, je n'aurais pas fait surveillante, par exemple. Ça, c'est clair. Tout le monde ne peut pas faire ce métier-là. Merci. Samuel, tout à l'heure, tu parlais, tu avais envie de parler aussi de ton expérience de formation, justement, des personnels de l'administration pénitentiaire. Est-ce que tu peux décrire ce que tu fais, tes réussites, tes défis, etc. En fait, il y a plusieurs types de formations. La formation rêvée que j'arrive à mettre en place, donc j'ai accompli des rêves et je continue à les poursuivre, c'est de faire 6 jours avec le service pénitentiaire. Donc, dans ces formations, on a entre 6 à 12 participants qui sont soit des personnes comme Jennifer, soit des directeurs ou directrices pénitentiaires, soit des éducateurs, éducatrices, des psychologues ou aussi des surveillants, mais qui, eux, interviennent pas dans la prison, mais qui travaillent au sein du SPI pour notamment mettre les bracelets électroniques. Donc, ils sont en milieu ouvert, on appelle ça milieu ouvert. Et donc, c'est 6 jours avec eux. Alors, c'est 4 jours, puis 2-3 mois plus tard, 2 jours. On essaye de balayer les 3 modules de base qui sont proposés sur le site, les 3 modules de base en CNV. Et ensuite, ce qui est proposé, en tout cas pour l'instant sur le SPIT du Val d'Oise, là où j'interviens le plus, c'est des groupes de pratique mensuels avec ces personnes qui ont suivi les formations. Donc, pour l'instant, j'ai fait 2 formations de 6 jours complètes. Et là, j'ai une formation de 4 jours qui vient d'être terminée, qui les 2 jours finiront en septembre. Et donc, là, j'ai 2 groupes de pratique en cours. J'en ai un depuis 1 an et demi. Et les réussites, les échecs, je dirais que les échecs pendant la formation, ça peut être des personnes qui ne sont pas du tout prêtes à ces prises de conscience qui se passent quand on a fait de la CNV. Alors, tout le monde est volontaire. Le problème, c'est qu'on peut être volontaire on est limite burn-out, on revient d'un burn-out. Et en fait, on n'est pas du tout prêt à parler de ses émotions et à aller creuser des choses qui nous activent un petit peu. Et du coup, il y en a qui n'ont pas continué après les 6 jours parce que c'était trop pour eux, ce n'était pas le moment en fait. En revanche, ça, c'est une infime minorité. En termes de célébration que j'ai envie de faire, c'est que tous et toutes viennent dans les groupes de pratique. Alors, pas toujours en même temps. Ces groupes de pratique, ça a été négocié pour que ce soit sur leur temps professionnel. Donc, ils se dégagent de toute obligation pendant cette demi-journée mensuelle. Et pour eux, c'est un moment, c'est vraiment un moment de ressourcement. Je l'ai vu aussi pendant la crise sanitaire, on a continué à faire les groupes de pratique. C'était quasiment pour certains et certaines le seul lieu où ils pouvaient déposer comment ils allaient, en toute quiétude et en toute liberté et avec une sécurité qui est de la bienveillance. Pour dire « je ne vais pas bien », par exemple. Donc, c'est un moment privilégié. C'est aussi un lieu où ils peuvent parler de situations professionnelles et parler de leurs échecs ou de leurs réussites avec la CNV. On parle aussi de choses perso, parce qu'il n'y a pas que le pro dans ces moments-là. Et ce que je vois, c'est que pour certaines personnes, ça a changé partiellement leur regard sur les personnes qu'elles suivaient, soit en milieu ouvert, soit en détention. Et donc, ça a aussi changé leur façon de faire les entretiens. Parce que ça les a changées elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles se sont rendues compte qu'elles avaient des besoins, que les émotions, montrer sa vulnérabilité, ça pouvait être aussi une force, même avec des suivis. De dire, voilà, aujourd'hui, je suis fatigué ou je suis un peu triste. Et j'ai certains CPI qui me témoignaient que c'est la première fois que des suivis entendaient ça de la part d'un professionnel de la justice, qui pouvait leur dire leurs émotions. Et donc, il y a ce que ça change, en tout cas les témoignages que j'ai eus, puis Jennifer pourra aussi nous faire ses propres témoignages, mais c'est que ça change leur façon de voir les suivis. Par exemple, parfois il y avait l'enjeu de la casquette. On dit non, il faut enlever ta casquette. Et en fait, ils se sont aperçus que la casquette, c'était aussi un moyen de se sentir à l'aise et que donc on ne met plus d'enjeu là-dessus.
Et l'enjeu, il va être sur c'est quoi tes besoins, qu'est-ce qui est important pour toi dans cet entretien, qu'est-ce que tu as envie de dire, quoi, par exemple. Voilà. Et puis, ça a aussi changé l'ambiance entre les collègues, puisqu'ils sont maintenant, il y en a quand même au sein du SPIP du Val d'Oise, ils sont quand même 16 et 10, ils sont 26 formés sur une cinquantaine de personnes. Il y aura encore une formation de 12 personnes en octobre. Donc, on voit que ça commence à faire des passerelles entre les gens. Ils peuvent se soutenir eux-mêmes en dehors des groupes de pratique. Enfin, voilà, ça crée quelque chose. Et pour moi, c'est fondamental de pouvoir intervenir sur ceux qui vont être en lien avec les détenus. Et puis, la dernière chose, on fait aussi… Alors, je précise que toutes ces formations, je ne les fais pas tout seul. Je les fais toujours en co-animation et la plupart du temps avec des formateurs ou des formatrices certifiés ou en voie de lettres. Parce que je fais appel à eux, moi je développe le truc et puis après je fais appel à eux et on travaille comme ça. Et pour moi, c'est hyper apprenant qui suis dans le parcours de certification. Et puis pour eux, c'est très apprenant parce qu'en général, je les ai introduits dans le monde pénitentiaire pour ceux ou celles qui ne connaissaient pas. Et ça, c'est le premier type de formation. Et puis il y a les formations de surveillants. Là, les formations de surveillants, malheureusement, pour l'instant, on n'a réussi à faire que 2 jours de mon côté. Il y en a d'autres qui ont réussi à faire 4 jours, ce qui est pour l'instant le maximum. Ce n'est pas du tout les mêmes problématiques. Là, je sors d'une formation de surveillant avec une formatrice, avec Guillemette Porta, et on a vu que ce qui était compliqué, c'est qu'on a réussi en 2 jours à ce qu'ils se disent « j'ai envie d'essayer la CNV et avoir de l'empathie pour les problèmes que j'ai avec mes proches ». Mais pour certains surveillants, ils disent « c'est trop tôt pour moi d'être capable d'avoir de l'empathie envers les détenus ». Et en même temps, ils sont sur un chemin de prise de conscience, puisque avant, il y avait même des choses, ils n'avaient pas envie d'aller sur la colline de l'autre avec leurs proches. Donc, ils se disent, voilà, je vais tester avec mes proches, et puis après, je verrai si avec les détenus, c'est possible. Mais il y a de tels enjeux, de tels rapports de force, parfois entre détenus et surveillants, que 2 jours, c'est vraiment faible. Donc, l'idée, voire même 4 jours. Donc, on essaye progressivement. Moi, j'ai un jour l'espoir qu'on puisse faire des groupes de pratique pour les surveillants aussi. Mais bon, voilà, c'est un travail long, hein, ça fait 5 ans qu'on laboure tout ça pour essayer d'arriver à mettre en place des formations. Ça se met de plus en plus sur l'Île-de-France. On va avoir une formation des hauts cadres de l'administration pénitentiaire, donc des directeurs départementaux des SPIP, des services pénitentiaires, de 4 jours. Donc voilà, les choses avancent, mais voilà, il faut savoir gérer son impatience et ses frustrations et célébrer tout ce qui fonctionne aussi. Merci Samuel. Je donne la parole à Jennifer. Est-ce que tu as envie de partager aussi ce que ça a pu faire changer dans ta représentation de ton métier? Alors, les bases du métier de CPIP, c'est empathie et bienveillance. Bien sûr, on est là pour faire exécuter une peine, mais moi, j'étais déjà très intéressée par la CNV parce que de notre référentiel de pratique opérationnelle, il y a une mention effectivement de la CNV. Nous, on nous avait plus proprement formés sur l'entretien motivationnel, mais moi, j'avais aussi une envie à un moment donné, parce que le système pénitentiaire et carcéral est aussi très douloureux pour l'ensemble des personnels qui travaillent dans l'administration pénitentiaire. On voit qu'il y a d'autres systèmes carcéraux, notamment en Norvège, où je citais la Norvège, qui est drastiquement différent par rapport à la façon dont nous, en France, en tout cas, on développe, on fait fonctionner le système carcéral. Quand j'ai vu la formation qui était proposée, j'étais, je pense, la première à sauter dessus en me disant, enfin, je vais pouvoir aller chercher un peu au fond de moi des choses. Et au départ, en fait, j'étais un peu dans l'erreur. Je me souviens du premier jour en me disant que je ne partais pas de moi, je partais directement du probationnaire que j'avais en face de moi. Et en fait, j'étais un peu dans l'erreur. Donc, du coup, le site a fait que me recentrer sur moi, identifier mes émotions, mes besoins, mes demandes, parce que je suis aussi je construis aussi des relations avec d'autres personnes et j'ai aussi énormément de frustration. Le système carcéral, je l'interroge en fait. Les CPIP, on l'interroge sans cesse. Bien qu'on sait que notre métier est fort utile parce qu'on arrive à tirer des belles choses de la part des personnes et une progression en fait sur ces personnes-là. En tout cas, moi, elle m'a énormément apporté parce qu'en plus, j'ai l'opportunité de pouvoir la faire avec une de mes cadres sur
sur des… Parce que voilà, moi, j'ai une chef, en fait, donc je suis aussi dans de l'exécution et des incompréhensions. Et ça m'a beaucoup apporté. Je dirais que dans le service où je travaille, bah, on a commencé à semer des graines et ça crée aussi, avec les collègues qui ont fait de la CNV, entre nous, une bienveillance. Et par moments, on arrive même à se dire, tiens, on se prend 10 minutes et on parle là. Ou par exemple, quand moi, je ne suis pas très bien ou pas très en forme ou très épuisée en me disant, mais j'arrive pas à venir à bout de ce que je fais, là, ça va pas, je coince. Pouvoir dire à une de mes collègues, il faut que je fasse un peu, faut que je fasse un peu de CNV là parce qu'il y a plein de choses en moi. Ça permet aussi de travailler autrement et de se sentir mieux sur son poste de travail. C'est complet et moi, c'est vrai que je noue cette envie que la CNV puisse se développer et surtout d'autant plus dans ce système-là, quoi, et l'administration pénitentiaire. Et le fait en fait que, par exemple, dans le SPIP où je travaille, il y ait cette formation qui va être dédiée au cadre et aussi des cas pratiques qui vont se mettre en place, et ben je suis satisfaite et je suis contente parce que je me dis qu'on va avoir un espace qui va être dédié en confidentialité et qui va nous apporter énormément. Voilà. Merci Jennifer. Éric, est-ce que tu as un autre éclairage à donner sur quand tu formes, enfin, si tu formes des professionnels de l'administration pénitentiaire? Alors, je voulais apporter justement deux petites bonnes nouvelles, comme l'a fait Samuel tout à l'heure. D'une part, à l'unité des détenus violents, maintenant, c'est acté qu'il y aura je vais pouvoir intervenir auprès des surveillants. C'est une petite équipe, ils sont une dizaine, parce que c'est une petite unité qui compte un maximum de 6 détenus. Et je vais pouvoir avoir un créneau d'intervention pour qu'on puisse échanger sur le fonctionnement du système nerveux, le fonctionnement des émotions, l'importance des émotions, ce qu'elles veulent dire, pour peu à peu, à partir de ces informations qui sont très neutres, qui sont scientifiques, qui ne sont pas très impliquantes, mais quand même, parce que les gens font toujours le lien avec ce qui se passe en eux, leur permettre de mettre un peu de conscience et de plus en plus de conscience dans leurs gestes et dans leur posture vis-à-vis des détenus. Alors, pour montrer que tous les êtres humains réagissent de la même manière et que finalement, tout le monde a besoin de sécurité. Les surveillants ont besoin de sécurité, mais les détenus aussi. Et s'ils n'en ont pas, ça va forcément se répercuter sur les conditions de travail des uns et des autres. Donc la sécurité des détenus, c'est pas un cadeau qu'on leur fait, c'est essentiel pour que la prison remplisse, si possible, sa mission, qu'il y ait des gens à sortir d'un système et à retrouver un système social qui soit légal. Voilà. Alors, donc, cette intervention, elle va se faire. Donc, ça, j'en suis heureux parce qu'on a la chance de travailler avec la direction d'établissement à Fleury-Mérogis, qui est la plus grosse prison d'Europe. C'est un truc énorme, c'est une ville avec plus de 3500 détenus. La direction comprend ce qui se passe, elle comprend les enjeux. Voilà. C'est comme dans toute administration, la complexité de faire redescendre des informations et les initiatives et la bonne volonté jusqu'en bas de la pile. Donc ça, c'est très lourd à gérer dans cet univers-là qui est un univers avec beaucoup d'intervenants. L'autre chose, c'est qu'on a réussi avec cette même administration à acter le principe d'une formation des surveillants stagiaires. Oui, Jean-Luc, oui, c'est un peu plus que ça. Oui, c'est pas 3500, c'est 4300, mais c'est un peu baissé avec le Covid puisqu'ils en ont fait sortir plein de personnes. Et donc, la maison d'arrêt s'est vraiment allégée l'an dernier avec l'épisode du confinement. Fleury-Mérogis, c'est un lieu de transit pour les surveillants stagiaires. Il y a chaque année à peu près 200, en gros, à la louche, 200 surveillants stagiaires qui arrivent après leur formation et pour lesquels ça va être leur premier lieu de travail. Donc ce sont des gens jeunes qui sont souvent déracinés, c'est-à-dire qui viennent souvent des Antilles, de la Guadeloupe, d'autres points du territoire français et ils ont quitté leur famille avec quelquefois beaucoup d'espoir, un espoir de promotion sociale, un espoir de pouvoir aider leur famille en travaillant en France. Enfin en métropole plutôt, et qui se heurtent là aussi à une découverte du système carcéral qui est quelquefois pour eux une déception, qui les déconcerte, quoi. Et avec ce qui peut être de l'ordre du blocage personnel, quoi. Donc, il y a un raidissement de la personne
de se trouver dans cet univers-là, où il va finalement avoir un pouvoir énorme, qui est celui de ce qu'on appelle le pouvoir des clés. J'ai les clés de la cellule d'une personne qui est enfermée, de 2 personnes qui sont enfermées, voire de 3 personnes qui sont enfermées. Et ce pouvoir des clés, il est énorme. Et ça peut être compliqué de gérer ça pour quelqu'un qui débarque, qui est jeune, pour qui c'est quelquefois la première expérience professionnelle, où on a un pouvoir énorme sur l'autre. Et donc, on a acté la possibilité qu'il y ait une formation d'accueil des surveillants stagiaires. Ce n'est pas énorme, ça sera 2 journées, une journée complète et puis 2 demi-journées de retour d'expérience à 3 mois et à 6 mois. Mais déjà, c'est énorme parce que ça n'existait pas. Il n'y a pas de formation permanente pour les surveillants. Et vu leur mission, leur rôle et le pouvoir qu'ils ont, c'était étonnant de se dire qu'ils n'avaient pas de lieu de formation permanente institué sur leur lieu de travail. Ils peuvent avoir des formations complémentaires s'ils le demandent, mais de lieu d'écoute, de partage et d'expression dans le cadre de leur boulot, ils n'en ont pas. Donc ça va exister pour ces surveillants stagiaires à Fleury, et ça, je m'en réjouis vraiment. C'est aussi une des choses qui me donne de l'espérance, parce que ça veut dire que le système, il peut commencer à évoluer, il continue à évoluer dans le bon sens. Merci. Il y a aussi derrière tout ça, ce que disait Jennifer, et c'est très important d'avoir cité la Norvège, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui est particulier à la France, c'est qu'on a un concept de la détention qui est lié à l'idée de punition. Et ça marque vraiment le monde des surveillants, on le voit dans les tracts syndicaux, on le voit dans... Il y a cette idée-là derrière. Et si on pouvait arriver à faire évoluer ça sans qu'il y ait d'insécurité qui naisse, mais qu'ils puissent trouver leur sécurité dans l'exercice de leur profession sans voir le détenu comme une image d'ennemi, ça serait vraiment génial. Ça, c'est un peu mon horizon ultime. Mais on est dans une mentalité française qui est très particulière. Ok. Ça veut dire que nous sommes tous coproducteurs de cette conscience-là vis-à-vis de la prison, c'est ça? Regardez ce qui se passe au niveau de ce qu'on dit actuellement à l'approche des présidentielles sur la sécurité et sur l'inutilité ou le manque d'efficacité de la justice, ou sur tout ce qui se dit en ce moment, là, les propositions des uns et des autres pour avoir plus de prisons encore, pour avoir plus d'incarcération, parce qu'on pense que c'est la sécurité pour tout le monde, elle se trouve là. Voilà, toutes ces fausses idées qui rassurent à bon compte, mais en fait ne font qu'entretenir la violence entre nous. Oui, ça j'en suis persuadé. Ok. Bon, je suis contente alors si effectivement, au travers de ce que tu viens de dire, Eric, de ce que Samuel et Jennifer, j'ai l'impression qu'il y a une certaine utilité à ce que nous puissions rencontrer 80 personnes qui sont en train de nous écouter et de voir que cette petite communauté, on peut aussi être des acteurs à part entière d'un changement de représentation collectivement, juste parce que nous sommes en train de réfléchir au processus CNV, à cette capacité de développer notre humanité et le regard sur l'autre avec confiance. Ok, merci. J'aimerais juste... Est-ce que je peux rajouter un petit truc, Geneviève? Bien sûr, oui. J'aimerais juste dire que, il se trouve qu'Eric et moi, on travaille beaucoup en Île-de-France, mais il y a aussi plein de choses qui se font ailleurs, et ce collectif il est national, artisans de non-violence, et donc voilà, il y a des groupes locaux, des groupes régionaux qui sont en train de se mettre en place, et voilà, on est juste des représentants d'une partie de ce collectif, et qu'en fait, ça se développe de plus en plus, et ça prend de l'ampleur. D'où le fait qu'on est en train de se structurer pour arriver à absorber aussi ce grossissement de notre collectif et de mettre en place des règles de transmission, d'information, de soutien. Est-ce que je peux apporter une petite touche par rapport à ce qu'avait dit Eric? Oui. Et je vais rebondir dessus parce que, par exemple, en ce moment, moi, avec mes collègues, on a un nœud à l'estomac. Le nœud à l'estomac, il vient en fait effectivement des derniers débats de société véhiculés par les médias de masse et aussi par quelques syndicats, notamment de la police, quand ils s'en prennent effectivement à la justice. Actuellement, nous subissons, une pression. Les SPIP, les CPIP subissent une pression par rapport aux récidives qu'il y a eu dernièrement et c'est pas cautionnable. Les personnes qui ont commis l'irréparable au travers des féminicides. Et effectivement, l'enjeu de société, il est là aussi, c'est-à-dire qu'on se rend compte aussi qu'il y a une méconnaissance du système judiciaire, une méconnaissance du SPIP, des missions aussi de l'application des peines, de l'exécution des peines,
qu'une personne, en fait, sur la notion de sécurité, c'est la personne, en fait, qui est responsable de sa récidive. Elle a son libre arbitre et que ce n'est pas l'État ou la justice qui va être responsable à un moment donné de la récidive de la personne. Je veux dire, en l'État, notamment quand il y a des libérations. Actuellement, c'est très compliqué pour nous, les SPIP et les CPIP, parce qu'on subit une pression. On est toujours en fait sous pression, mais là, ce que peut nous redonner la société, je dis la société en général, bah, c'est assez désagréable parce que effectivement, avec les élections, on voit que certains même commencent à proposer carrément un libéralisme sur que les personnes elles payent elles-mêmes leur détention. Enfin, on est sur des trucs un peu délirants. Et aussi à nous dire que bah, on ne fait pas notre travail, alors que notre travail, on le fait. Et les gens, ils voudraient, je dis les gens, la société, c'est un peu une tendance de société qui nourrit aussi un besoin de sécurité, pense que le fait de laisser les gens fermés permet de sécuriser tout le monde, alors que la personne, elle doit aussi évoluer. À un moment donné, si on a fait l'évolution avec des aménagements de peine, ce n'est pas pour rien. Et donc voilà, en ce moment, il y a aussi tout ça, c'est-à-dire que bah, moi, je me sens mal, donc avec des collègues, c'est vrai qu'on parle beaucoup en ce moment, parce qu'on subit une pression, et en même temps, nos directeurs subissent la pression, et en fait, ça fait un entonnoir, c'est-à-dire que tout tombe sur nous, et c'est très compliqué. Décidément. Ouais. Et j'imagine, et dans ce temps exceptionnel de confinement pour tout le monde, nous sommes tous en prison. Eric a demandé la parole. Est-ce qu'on pourra clore ce moment-là dans un premier temps? Eric, voilà. Si vous êtes d'accord, Eric termine cette partie. Un petit apport pour dire que du coup, enfermer quelqu'un, ça pourrait éventuellement être utile s'il se passe quelque chose pendant son temps d'enfermement. S'il ne se passe rien, et s'il est soumis même à la même violence que celle qu'il connaît dans son quartier, parce qu'il y a des trafics en prison, il y a de la violence entre détenus, il y a de la violence entre détenus et surveillants, il va sortir dans un état pire qu'un autre. Moi, je retiens ce qu'a dit, ce que disait le directeur du SPIP du 91, donc de l'Essonne, quand je l'ai rencontré il y a quelques mois, il me disait l'enjeu de la réinsertion, en fait, pour nous, c'est vraiment le milieu ouvert, c'est pas la détention. Parce qu'en milieu ouvert, il y a beaucoup plus de gens, et il y a des gens à qui on peut proposer un accompagnement vraiment solide, et pas de l'incarcération pure. Et c'est là que ça se joue vraiment. Ok. Eric ou Jennifer ou Samuel, vous voulez bien préciser ce que vous entendez par milieu ouvert? C'est l'opposition à milieu fermé. Milieu fermé, c'est la prison. Milieu ouvert, c'est toutes les mesures d'accompagnement des personnes qui sont sous main de justice, qui sont en rapport avec la justice, et qui sont accompagnés par diverses mesures et par les CPIP, les conseillers de probation et d'insertion, à l'extérieur, mais hors de la prison. Et ça peut être par exemple les bracelets électroniques, les mesures alternatives. Effectivement, en fait, il y a bien souvent, comme on dit, la prison, c'est le dernier recours. En général, il y a des personnes, quand elles passent en comparution immédiate, même si elles se prennent 6 mois, elles ont toujours une mesure qui va être assortie d'une mesure du milieu ouvert. Donc, la personne, une fois qu'elle sort, elle est libre, mais elle est tenue à des obligations judiciaires. Et ça va être du sursis probatoire, ça peut être du sursis de travail d'intérêt général, ça peut être aussi des stages de responsabilisation alternative en fait, à la condamnation, ce qu'on appelle du post-sententiel. Par exemple, ça va être aussi le contrôle judiciaire qui est post-sententiel, c'est-à-dire qu'il y a une instruction, donc la personne, elle est passée en contrôle judiciaire. Ça peut être des personnes aussi qui ont des interdictions de séjour qu'on va recevoir pour vraiment contrôler le fait qu'elles se conforment à cette interdiction. Il y a aussi les libérations conditionnelles. Il y a aussi, comme il avait dit, la détention à domicile, le bracelet là, qui a évolué. Donc, il y a aussi les mesures de semi-liberté, les mesures de placement extérieur. Donc, il y a effectivement tout un arsenal d'aménagements et d'alternatives à l'emprisonnement qui sont déjà très présentes. Et le directeur du SPIP du 91 a bien raison. Les choses où elles vont des fois le plus se jouer, c'est effectivement en milieu ouvert, quand on réintroduit les gens dans la société notamment. Merci. Je veux déjà répondre à ce que moi m'apporte en termes de besoins, à quel besoin en fait ça répond quand je fais ce travail. Déjà, il y a le fait que ce soit de la relation humaine, puis il y a aussi la notion de relation à l'autre, je dirais, l'empathie, la compréhension.
Je nourris aussi vraiment le besoin d'équité, de justice, sentiment aussi de sécurité et de contribuer et de contribution dans le cadre dans la vie de quelqu'un que je rencontre dans un cadre atypique. Éric, est-ce que tu as envie toi aussi d'intervenir sur les besoins, peut-être, pour compléter, donner une palette différente? Alors, je sais que pour moi, il y a un besoin de sens, donner du sens à la peine, du sens à un passage en détention. Si je peux y contribuer, pour moi, c'est important. Il y a la question de la beauté aussi. Je suis frappé de voir que maintenant, ça fait presque une quinzaine d'années que j'interviens en détention. J'ai jamais eu aucun problème de violence avec tous les détenus que j'ai rencontrés, jamais. Et j'ai découvert des vraies personnes humaines qui étaient belles de l'intérieur, mais qui ne savaient souvent pas, qui n'étaient pas conscientes de leur grandeur et de leur beauté. Et c'était souvent cette mésestime de soi qui les conduisait à agir d'une manière qui n'était pas appropriée, quoi. Donc, besoin de rencontrer de la beauté chez l'autre, voilà, et du lien. Et puis de contribuer aussi à une société plus humaine et plus humanisante. Voilà. La prison, c'est le dernier lieu où on peut mettre quelqu'un, et malheureusement, il faudrait quand même espérer que ça puisse être un lieu d'humanisation malgré tout. J'aimerais bien. Merci. Samuel? Moi, je dirais qu'il y a effectivement le besoin de sens, besoin de contribuer auprès des détenus pour aussi leur apporter de l'écoute, besoin de liens. J'aime beaucoup les liens qui se tissent dans cet endroit. Je ne sais pas si c'est un besoin en tant que tel, mais moi j'aime bien, je me dis toujours, on se relie à nos humanités. Et pour moi, c'est essentiel de retrouver l'humanité en chacun. Et je la retrouve beaucoup avec des détenus, et aussi avec des surveillants et du personnel, autres, les CEPIP. Appartenance à la communauté humaine, pour moi, ça va avec l'humanité. C'est-à-dire que quand je vais dans ces lieux-là, j'ai vraiment l'impression, et je vis cette appartenance à une communauté humaine, et je vois que pour les détenus, c'est aussi ce qui est renvoyé, quoi. Pour dire que pour certains, je donne juste un tout petit exemple, un jeune de 23 ans qui me témoigne que ça fait 10 ans qu'il est en détention, alors plus ou moins fermé ou pas, et que pour la première fois, ce qu'il a vécu avec nous qui étions là, c'est qu'il a été écouté pour la première fois en 10 ans, et il dit ça les larmes aux yeux. Ben voilà, pour moi, s'il s'est passé quelque chose à ce moment-là, c'est très émouvant, et je me dis, ben voilà, au moins il a vécu ça une fois en 10 ans, et plusieurs fois après, mais avoir eu l'impression d'avoir été écouté sans jugement et avec une grande bienveillance. Merci. Ben, je donne la parole à Éric. Est-ce que tu as extrait de tous les commentaires des salles et les questions une question à laquelle tu aimerais répondre? Quelles sont les 3 choses à avoir en tête en arrière-plan quand on intervient en milieu carcéral? Et là, Samuel pourra compléter. Pour moi, ce qui est capital, c'est la posture. Alors, on arrive avec des compétences, on a tous nos outils, que ce soit la CNV ou d'autres outils. Pour moi, l'intelligence relationnelle en complément. Mais avant tout, ce qui passe, c'est la relation, c'est le lien. Et la guérison, enfin la reconstruction qui peut se produire chez quelqu'un, c'est à travers le lien. Donc, au-delà des outils, c'est la relation qui va être le levier qui va permettre à la personne de prendre conscience, d'ouvrir son champ d'action, de choix, d'opportunités. Voilà. Donc, ça veut dire c'est travailler sur sa posture. Et en fait, on le fait sans arrêt. On est tout le temps, enfin pour moi en tout cas, en train de vérifier où est-ce que je suis. Qu'est-ce qui se passe en moi quand je suis en face de cette personne? Qu'est-ce que je ressens quand elle dit telle chose, quand elle évoque telle situation, telle chose qu'elle a commise? Qu'est-ce que ça secoue en moi? Est-ce que je me sens à son niveau, au-dessus d'elle, en dessous d'elle? Voilà, c'est une évaluation de sa posture qui se fait individuellement et puis aussi à plusieurs pour vérifier qu'on est ajusté. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, l'un des critères. C'est pas le seul, hein, mais pour moi, c'est celui que je vois en premier. C'est d'être dans un lieu où on a suffisamment de soutien et d'accompagnement pour qu'on ne soit pas seul. Alors, c'est vrai que nos interventions, c'est toujours en binôme, sauf très particulièrement ce que je fais à l'UDV, mais c'est toujours en binôme. Mais avoir un lieu de soutien et d'intervision, c'est-à-dire d'échange sur nos pratiques qui permettent de vérifier ça. Quelle est ma posture? Est-ce qu'elle est vraiment ajustée? Est-ce que je suis un être humain en face d'un autre être humain?
Ou est-ce que je suis un sachant qui vient transmettre un savoir, par exemple? Merci. Samuel, ton Oui, regard là-dessus, moi, sur moi, cette question de je posture. souscris complètement à ce qu'a dit Eric. Je voudrais rajouter aussi que c'est important d'avoir une connaissance minimum du monde pénitentiaire parce qu'il y a des enjeux de pouvoir, il y a voilà, il se passe des choses entre les personnels et les détenus. Et c'est bien de le savoir. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui interviennent d'abord avec quelqu'un qui connaît le monde pénitentiaire. C'est-à-dire que nous, en tout cas, dans notre collectif, je n'ai pas connaissance que des gens soient rentrés comme ça tout seuls et sans avoir été accompagnés par des gens qui avaient un peu d'expérience et de connaissance du fonctionnement et des enjeux, en fait. Des simples petites choses. Hein. Moi, je connaissais des gens qui disaient on parle des gardiens. Eh bien non, si on dit gardien, ça va mal se passer. En fait, c'est des surveillants. Et cette simple changement de terminologie, si on arrive comme ça en disant je vais dire bonjour aux gardiens, eh bien déjà, ça part mal. Donc voilà, il y a des petites choses à avoir en tête. Et puis pour aller encore peut-être un peu plus loin dans ce que disait Eric, dans la posture, je dirais que c'est vraiment travailler nos images ennemies. Ça, c'est important parce que parfois, ils nous lâchent du lourd, quoi. Et c'est aussi important de se dire, bah voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vivre quand j'y vais, quoi. Est-ce que j'ai envie d'être dans le jugement ou est-ce que j'ai envie juste de me relier à la part d'humanité de la personne à laquelle je vais l'aider d'ailleurs à redécouvrir, en fait. Hein. Je vais l'aider à la redécouvrir parce que parfois, ils sont aussi hyper violents envers eux-mêmes sur la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, en fait. Ok. Du coup, j'ajouterais deux petites choses complémentaires. L'importance de ne pas avoir de projet sur l'autre quand on arrive en détention. On n'est pas là pour sauver les personnes, on n'est pas là pour leur faire les aider à acquérir telle compétence ou leur faire tel bond en avant. C'est aussi c'est des choses qui sont connues quand on est coach ou quand on est dans une posture d'accompagnement de la personne. C'est que, voilà, pas de projet parce que sinon ça foire la relation, ça la fausse. Et puis il y a aussi les choses qu'on peut prévoir, les outils qu'on peut connaître et maîtriser, mais il y a aussi ce qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand j'arrive dans un endroit où il y a une dizaine de grilles à ouvrir, à refermer, avec tous les bruits autour, que je me retrouve dans une salle fermée avec des grilles au barreau, avec 8, 10 personnes que je ne connais pas et qui sont là pour des faits qui sont quelquefois de l'ordre de la violence physique. Qu'est-ce qui se passe en moi quand je suis enfermé pendant 2 heures, 3 heures avec ces personnes-là? Voilà, c'est la réaction personnelle dans un univers qui est quand même très particulier physiquement, avec des bruits, avec des odeurs, voilà, et certaines personnes peuvent avoir les meilleures intentions du monde et puis se rendre compte sur place que c'est pas possible pour elles, quoi. Et ça, c'est tout à fait OK. Merci. D'où l'importance. Excuse-moi, Jennifer. D'où l'importance, effectivement, de pouvoir définir quel est le périmètre de votre collectif, du collectif soutien également, accueil des nouveaux, coproduction en définitive d'une expérience, de la mise en commun d'une expérience, etc. Jennifer? Oui, moi je voulais juste apporter un complément parce que Samuel et Eric l'ont bien dit, c'est qu'effectivement, moi j'ai été formée à rentrer dans ce lieu atypique. Ça peut être une maison centrale, ça peut être un centre de détention, ça peut être une maison d'arrêt, ça peut être un centre de semi-liberté ou un quartier de semi-liberté. Mais j'ai été formée vraiment à pouvoir y rentrer. Et moi-même, la première fois que je suis rentrée en détention, j'ai eu ce moment, ce qu'on appelle le choc carcéral, c'est-à-dire qu'on est enfermé, effectivement, on est dans un lieu qu'on ne connaît pas et où on ne peut pas sortir. Et la posture est quelque chose qui est vraiment important, notamment quand on veut travailler avec des personnes passées sous main de justice, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas de préjugés. Moi, je suis neutre. Je suis neutre, c'est-à-dire que je ne fais pas de projection sur la personne, je pars de la personne en elle-même. Si on a des préjugés, c'est que ce n'est pas notre place de faire ce travail-là, que ce soit en tant que CPIP ou en tant que metteur CNV. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment bousculer beaucoup de choses, sortir vraiment des fantasmes que l'on peut avoir ou des choses qui peuvent être nourries aussi par la société en général sur les prisons, parce qu'on a devant nous des êtres humains. Voilà, je peux dire, c'est qu'effectivement, la posture, c'est quelque chose qui se travaille. C'est vraiment quelque chose de progressif et il faut y aller doucement parce qu'effectivement, quand on arrive en détention la première fois, oui, neurologiquement, il se passe des choses, mais aussi dans notre ventre, au niveau du corporel.
on n'est pas à l'aise, les portes se ferment. Moi, la première fois que je suis restée avec une personne en audience toute seule, à un moment, j'ai paniqué. Mais bon, je ne l'ai pas montré parce qu'il y a ça aussi, en fait. Il y a la communication non verbale qu'on peut avoir. Et donc, ça demande, mine de rien, un entraînement, quoi, pour se protéger soi et aussi pour ne pas faire ressurgir sur l'autre quelque chose qui ne serait pas correct. Ok, merci. Samuel, est-ce que tu as envie de répondre à une question qui résonne, enfin, avec... Elles résonnent toutes. Oui. Je dirais, je vois intervention en prison pour femmes ou hommes, des différences. Pour moi, ce n'est pas une question de genre. Ça dépend vraiment des groupes. Parfois, entre deux groupes d'hommes, ça peut être extrêmement différent. Ça dépend du contexte, ça dépend même du contexte du jour. On peut avoir un groupe où ça se passe de manière très apaisée une semaine plus tôt ou même 2 jours plus tôt. Et puis là, il suffit qu'il y ait une contrariété pour 2 ou 3 personnes, voire même une, au moment d'arriver, juste avant d'arriver en salle. Ou alors la personne, elle n'a pas pu arriver et elle arrive l'après-midi parce qu'on ne lui a pas autorisé à venir pour des raisons plus ou moins valables. Et en fait, ça peut mettre un sacré bazar dans le groupe. Est-ce que les femmes sont plus sujettes à parler de leurs émotions en prison? Et en fait, je dirais, moi, je n'ai pas observé forcément ça. C'est-à-dire que je trouve qu'avec des détenus hommes, en fait, c'est un des publics les plus faciles pour accéder aux émotions, je trouve, parce qu'ils ont tellement de colère au départ, tellement de choses que, en fait, dès qu'on leur laisse la possibilité de le dire et de le déposer, en fait, ça sort. Donc, pour moi, c'est un public hyper facile à ce niveau-là. Après, je ne sais pas, j'ai aussi fait un groupe mixte. C'est arrivé une fois, travailler avec un groupe femmes-hommes. C'est aussi très étonnant. Je ne sais pas s'il y a des spécificités hommes-femmes. Voilà. Et puis, sur un autre, j'avais vu aussi une autre question en salle. Il y en a plein de questions. Comment travailler avec les surveillants? Alors, ce n'est pas simple parce que, par exemple, là, je sors d'une formation de 2 jours en CNV avec des surveillants. Et sur le groupe de 12, il y en avait 8, on leur avait imposé, et ils l'ont découvert dans leur planning, formation communication non violente. Et je peux vous dire que ça râle, hein, que ce n'est pas facile quand vous en avez un qui vous dit moi je viens là, mais je n'ai rien à dire, je ne veux rien dire et je veux participer à rien. Il faut quand même arriver à mettre en place des choses et accueillir le fait que les gens ils viennent comme ça. Surtout que sur les 2 jours de formation, il y en a 5, on leur a imposé de prendre sur 1 jour de congé. Donc, ils n'ont pas choisi la formation et en plus, on leur dit, vous faites cette formation sur 1 de vos jours de congé. Voilà, par exemple, un des problèmes qui fait que on rame un peu. On a quand même réussi à faire plein de choses chouettes à la fin, mais ce n'est pas des choses hyper simples. Ou alors, on leur dit, tiens, tu vas aller au stage sourire. Ils n'en savent pas plus. Et nous, on arrive là, on entend que la motivation de leur directeur ou de leur patron, c'est d'aller au stage sourire. Voilà. Donc voilà. Alors, je vois dans un commentaire qu'il dit qu'il y a une sociologie du milieu carcéral qui montre de grosses différences femmes-hommes en détention. Certainement. Moi, je ne l'ai pas vécu dans les interventions que j'ai pu faire avec les groupes. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je n'ai pas de généralité là-dessus. Moi, en tout cas, je ne vois pas de différence en CNV quand j'interviens avec les groupes femmes ou les groupes hommes. Eric, Jennifer, vous avez été interpellés par rapport à, dans votre exposé, à certaines façons d'exprimer. Par exemple, Eric, tu as parlé de position dorsale. Tout l'apport, tout ce qui a été découvert sur la théorie polyvagale, c'est un fonctionnement du système nerveux qui est composé du nerf vagal dorsal et ventral, la 2 branches, et puis du système sympathique. Le système sympathique étant là où il y a du mouvement. Alors ça peut être du mouvement dans le sport, dans le jeu, dans le rire, mais ça peut être le mouvement vers l'attaque ou la défense quand on se sent en insécurité. Donc ça, c'est quand on est activé par le système sympathique. Et les 2 autres états, puisqu'on est en train d'osciller en permanence entre 3 états, là, quand vous êtes devant votre écran, vous êtes a priori dans un état ventral, c'est-à-dire vous êtes en connexion avec les autres, vous êtes attentif, mais plutôt détendu. Enfin, j'imagine, je vous le souhaite. Par contre, si vous étiez figé dans quelque chose qui serait de la peur ou de la terreur ou quelque chose qui montre une certaine paralysie du corps, comme un animal qui se fait attraper par un lion, par exemple, comme on peut le voir dans des films animaliers, et là, vous êtes dans ce qu'on appelle un état dorsal, c'est-à-dire que le nerf vagal dorsal envoie des neurotransmetteurs qui
intime au cœur de ne plus bouger, qui ralentit le rythme cardiaque, qui ralentit la vie qui s'exprime à travers le corps, pour vivre à minima. C'est un réflexe de survie. Donc on est en train de se balader en permanence entre ces trois états, le ventral, la position détendue, le sympathique qui nous met soit dans la relation de jeu, de rire, de mouvement, mais ça peut être aussi l'attaque et la défense, et puis le dorsal qui est l'apathie complète et qui est la fuite du monde, la fuite des souffrances à travers l'immobilisme. Et ça, on le voit beaucoup en prison, des gens qui sont sur leur matelas toute la journée, nuit et jour, devant la télévision et qui ne font rien, et qui sont dans une espèce d'oubli, de recherche d'oubli de ce qu'ils sont en train de vivre, de fuite de la souffrance. Et pour eux, ils n'ont pas trouvé d'autre moyen que de fuir la souffrance à travers cet état dorsal. Si vous voulez d'autres infos là-dessus, vous allez sur le site de Self Therapy que j'ai donné un peu plus haut dans le chat, qui est le site où vous trouverez ce qu'est l'intelligence relationnelle et les bases neuropsychologiques, neurophysiologiques qui ont permis ce développement-là. Quand vous permettez la psychopédagogie, c'est-à-dire expliquer ça à des détenus, fait partie du processus qui permet de se libérer et d'avoir du recul. Et quand vous voyez que vous prenez le temps d'expliquer ça, je vous l'ai fait court là, mais quand on prend 20 minutes, 25 minutes pour expliquer comment ça marche à un détenu, comment on fonctionne, après vous avez souvent un soupir de soulagement. Ah, je comprends ce qui se passe. Et il comprend que la violence, c'est souvent un système de survie qu'il ne choisit pas, puisque c'est décidé par le cerveau du bas, donc par les mémoires qui datent d'il y a très longtemps dans notre histoire, et que c'est un système de survie qui, pour lui, permet juste de continuer à vivre de la manière la moins pire possible. Alors, ça se traduit par des conséquences qui sont désastreuses, mais pour l'instant, il n'a pas d'autre moyen en cours, mais quand on lui dit que justement la violence, ça se guérit aussi, parce que ces processus-là, on sait maintenant que le cerveau a les moyens de réapprendre, de se restructurer différemment, parce qu'on est câblé pour vivre cool et pour vivre bien et connecté aux autres. Ça, c'est la grande découverte de la neurobiologie de ces dernières années, c'est que être bien, être dans son état ventral en relation avec les autres et être détendu, on est câblé pour ça. On n'est pas câblé pour la violence. On est vraiment câblé pour vivre en bonne intelligence et en amitié les uns avec les autres, en relation, en connexion les uns avec les autres. Et donc le cerveau, il peut le réapprendre. Même s'il a appris très tôt à se défendre à travers la violence, il peut réapprendre aussi la connexion aux autres. Ça, c'est génial de le savoir et de le dire à quelqu'un qui n'a jamais entendu ça. Merci. Jennifer, est-ce que sur la question de l'utilité de la délinquance, est-ce que tu as envie de développer? Est-ce que tu as envie de rebondir? Est-ce que tu as envie de donner de la chair à tout ça? Oui, alors sans difficulté. Effectivement, moi, je partais en fait du père de la sociologie, qui est Émile Durkheim, et qui disait notamment dans un de ses écrits en 1895, quand je parlais en fait que la délinquance est quelque chose d'utile, c'est qu'en fait, on parle de déviance et donc de transgression de normes dans une société. En gros, ce que dit Durkheim, c'est que le crime, en fait, il ne faut pas le voir comme un phénomène pathologique, mais comme un phénomène normal, que nous, on pourrait trouver de pas normal, en fait, dans d'autres sociétés, pourrait être admis en termes de crime, quoi. Durkheim, il va un peu plus loin parce que quand on voit donc le crime, l'acte de délinquance et la transgression à la règle, à la norme, il le voit aussi comme en fait, finalement, une enfance, c'est ce qu'on appelle la loi, la façon dont est érigé un État et ce qui est attendu de la part de l'État, quoi. En fait, ce qu'on réprouve, ce n'est pas tant l'acte qui est criminel, mais le fait en fait de criminer, j'arrive pas à le dire, mais il est criminel parce que nous le réprouvons. C'est parce que le fait que ce ne soit pas vu comme quelque chose de normé dans notre société, forcément, on va criminer cela. Ce qui est important en fait avec justement ce sentiment de crime ou de délinquance et de transgression, c'est que en fait, elles vont nous permettre en fait de réactiver ce qu'on appelle la conscience commune, avec les règles communes et l'aspect en fait de sentiment d'appartenance collective qui permettent en fait de faire régir nos sociétés ensemble. C'est ça en fait qui est assez novateur. Je m'excuse, je ne l'ai peut-être pas assez bien expliqué ou déplié, mais en tout cas, il y a beaucoup, vous pouvez trouver très facilement, notamment sur le site Cairn, des extraits d'Émile Durkheim quand il parle de cela, parce que effectivement, ça nourrit aussi la société, ça l'interroge, quoi. Et ensuite, j'avais vu une autre question qui était en fait par rapport à la pénitentiaire sur les moyens aussi peut-être donnés par l'État. Effectivement, tout est une question de moyens.
C'est-à-dire que peut-être que si on avait des politiques ou voilà, des politiques qui étaient eux-mêmes initiés à la CNV, peut-être qu'ils iraient encourager ces démarches-là dans l'ensemble, je dirais, des strates qui composent notre société. Et effectivement, concernant le carcéral, on est aussi sur quelque chose qui est éminemment politique, suivant en fait la force politique qui va être majoritaire. Là, actuellement, on est depuis quelques temps, et notamment avec une montée, je dirais, de l'extrême droite sur du tout carcéral, du tout sécuritaire. On a là un garde des Sceaux qui est pas très, qui a été à la fois avocat, donc qui a aussi défendu beaucoup de détenus, beaucoup de délinquants. Et à la fois, il est quand même pour le tout carcéral. Donc, moi, je sens aussi une ambivalence. Et tout ça est lié, in fine, à la tendance politique. Ça, c'est sûr. Et des moyens, il peut y en avoir, mais est-ce que les moyens, on les dirige en reconstruisant des prisons ou est-ce qu'on donne des moyens à d'autres services pour pouvoir justement apporter ou contribuer à la prévention et à la lutte de la récidive? Merci. Est-ce que Eric ou Samuel, vous avez envie d'un… Oui, ouais. Samuel. Je vois en salle 7, là, comment on se présente aux détenus, comment on est accueilli, notamment les terroristes, entre guillemets. Alors, c'était rigolo parce que justement, moi, cette question, elle m'a été posée la première fois que je suis intervenu en 2016. Il y avait 13 personnes qui étaient là. C'était quand même quelques mois après les attentats de 2015. Hein, et moi, j'avais quand même, là, pour le coup, j'avais plein de préjugés de représentation parce que c'est la première fois que je rentrais. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en fait, 13 personnes qui arrivent, des jeunes de 18 ans, des barbus, des pas barbus, des clairs de peau, des pas clairs de peau, enfin, tout type. Et donc, déjà, première surprise, ce n'étaient pas tous les gens avec les grosses barbes, le couteau entre les dents, entre guillemets, hein, pour caricaturer. Et la première chose que les gars me disent, c'est comment vous nous voyez, vous, là? Avec tout ce qu'on dit dans les journaux, qu'est-ce que vous pensez de nous? Je ne m'attendais pas à cette question. Et en fait, j'ai réfléchi 2 secondes et je me suis dit, et je vois que ça a complètement apaisé toute la suite. J'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que vous avez fait, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va faire ensemble. Parce que c'est ce qui m'est venu à ce moment-là, je n'avais rien préparé. Et j'ai vu tout de suite que ça a complètement détendu le truc. Et en fait, c'est ça, c'est un peu ça comment je me présente maintenant quand on me demande. Enfin, en tout cas, moi, je dis que je suis intervenant sur des sujets et qu'en fait, j'ai juste envie d'être en lien avec les gens et d'apporter des expériences qui permettent de mieux se comprendre et de mieux comprendre l'autre. Et si ça les intéresse, on peut en discuter ensemble. Voilà. Mais je pense que c'est ce qui est le mieux, en tout cas, et c'est de vivre vraiment de l'équivalence et pas dire que… Enfin, moi, je ne me présente pas comme formateur. Ni comme prof, mais juste comme intervenant et ça passe mieux. Voilà ce que je pourrais dire. Et j'ai été bien accueilli du coup, parce qu'après avoir dit ça, ça a tout de suite tout détendu l'atmosphère. Merci. L'idée qu'on avait eue, c'était que vous faites part de vos intentions d'en savoir plus ou de rejoindre ou de connaître le collectif auprès de la CNV, qui va regrouper tous les noms avec les coordonnées, qui va nous renvoyer ça, et nous, on va se redistribuer ensuite les contacts pour les recontacter, sachant qu'en ce moment, justement, on est en train de travailler au sein de ce collectif sur comment on accueille les nouveaux. Donc, voilà, donc on est vraiment en cours de mettre en place des procédures particulières d'accueil des nouveaux pour qu'ils se sentent à la fois bien accueillis, bien inclus dans le collectif, et quelle contribution éventuellement on leur demande, pas en termes financiers, hein, mais en termes de comment on participe à ce collectif. Donc, de toute façon, si vous envoyez tout ça à la CNV, nous, on vous recontactera dans les 2 mois qui suivent, quoi. J'ai vu qu'il y avait des questions par rapport au métier de CPIP. Pour faire assez court, c'est un concours. En fait, après, on est formé à ce qu'on appelle une école fonctionnaire. Donc, c'est un concours. On est très peu de CPIP. On doit être environ en France, moins de 4000 agents en France CPIP. C'est un métier qui est peu connu. On connaît plus les policiers, on connaît plus les surveillants, on ne connaît pas les CPIP, alors qu'on est au cœur vraiment de la justice et l'exécution des peines. On travaille avec les juges d'application des peines.
Après ces 2 ans de formation, c'est un métier qui est aussi difficile. C'est 2 ans de formation qui sont longues dans une administration où on vit aussi des moments grands moments de solitude et voire un peu de violence. En tout cas, voilà, je veux dire, c'est un beau métier, mais c'est pas si simple que ça parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux et qu'on voit en fait une augmentation des incarcérations et voire des condamnations. Et donc, il y a beaucoup de souffrance aussi dans notre métier. On a aussi beaucoup de collègues qui sont en souffrance. Mais moi, là, je suis dans une période qui est vraiment pas agréable. Mais en tout cas, c'est un métier qui a vraiment du sens parce qu'on est sur la rencontre humaine, parce qu'on donne du sens à la peine. Mais voilà, après, moi, j'encourage toujours les gens à passer ce concours parce que c'est quand même un métier qui est fondamental, clairement, hein, pour toutes ces personnes passées sous main de justice. Mais voilà, c'est aussi toujours une question de moyens. Je vois juste une question là. Combien de personnes accompagnées par CEPIP? Je vois que ça peut aller de 60, qui est très confortable, à 130 ou 140, qui est absolument ingérable. Et il faut savoir que les CEPIP n'ont pas la capacité de refuser des dossiers, même s'ils sont en sur-régime. Moi, j'ai une collègue CEPIP qui m'a dit, voilà, j'en ai 120, je suis allé voir mon chef pour lui dire, j'en voulais plus. Et en fait, le lendemain, elle en a eu 10 de plus. Voilà. Et donc, il faut savoir que quand on suit 130 personnes, c'est pas facile. Et parfois, il peut arriver qu'il y ait des petites choses qu'on n'a pas vues et qui font qu'il y a un truc qui n'a pas pu être fait à un temps parce qu'il faut faire des choix. C'est ce que me disaient mes collègues. CEPIP, des fois, ils sont obligés de faire des choix dans les urgences parce qu'ils ont trop de dossiers. C'est aussi une question de moyens, comme disait Jennifer. Merci. Merci Jennifer et bonne route et à bientôt. Éric et Samuel pour clore ce moment-là. Je peux juste répondre à une dernière question. Quelqu'un qui demandait s'il y avait un lien entre le travail qui était fait en détention et ce qui se passe après. Il n'y en a aucun, sauf quelques cas très rares. Il y a très peu de détenus proportionnellement qui arrivent à avoir un travail en détention. Donc la détention, c'est surtout marqué par l'oisiveté. Ceux qui ont un travail, en général, sont des travaux qui ne sont pas forcément passionnants et qui n'ont pas de rapport avec leurs compétences réelles ou avec le métier qu'ils exerçaient avant ou qu'ils voudraient exercer après. On a la chance à Fleury de lancer en septembre, de nous associer à un programme de réinsertion avec l'Université du Café qui va former des baristas et des torréfacteurs. Et avec Jovana Petrovic, on va accompagner ces groupes de petits groupes de personnes qui vont là suivre une formation qualifiante. Et ça arrive dans quelques centres de détention où il y a une formation qui est proposée, qui est un travail et qui est aussi un chantier d'insertion, c'est-à-dire une formation qualifiante qui va pouvoir les aider à se recaser après et trouver un nouveau départ. Voilà. Mais ça, c'est une chance extrêmement rare. Mais on est très heureux de pouvoir s'associer à ce projet. Voilà. Merci. OK. Alors moi, je suis ravie. J'ai envie de vous dire que je suis très heureuse d'avoir contribué à organiser ça avec toute notre équipe autour de nous, etc., l'association, et puis l'équipe soutien, Maëlle, Mathilde, Audrey, enfin tout le monde, là, tout le conseil d'administration de l'association.